Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, pendant les 20-30 prochaines minutes, on va parler donc de la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë périopératoire. Les conflits d'intérêts, les voici. Et puis donc le plan que je vais suivre. Un peu de diagnostic, physiopathologie, épidémiologie et conséquences de l'acute kinéjurie périopératoire. Je serai assez bref. On verra les points importants. J'insisterai sur 5 points majeurs sur une fois que l'acute kinéjurie est présent, comment le prendre en charge. Et puis on discutera d'épuration rénale pour les acutes kinéjuries les plus sévères. Les références bibliographiques qu'il faut connaître sur ce sujet de la prévention, donc le topo de François, mais et aussi le mien, c'est une fois que l'acute kinéjurie est présent, donc le traitement, la prise en charge, c'est ces 3 gros papiers qui sont des conférences d'experts, des conférences d'actualisation de la SFAR, de la SRLF, et puis le groupe ADKI, qui est un groupe international qui est spécialisé dans ce domaine-là. Le plan, donc un peu de diagnostic de physiopathologie. Donc, il faut savoir que l'acute kinéjurie, lorsqu'il survient en période périopératoire, il est multifactoriel. Le sepsis, c'est la première cause d'acute kinéjurie, et puis dans la deuxième cause, c'est l'acute kinéjurie périopératoire, post-opératoire. C'est multifactoriel. Il y a de l'obstruction, il y a de l'hémodynamique, comme ça a été évoqué précédemment, il y a de l'inflammation pour certains patients, évidemment, et il y a les causes toxiques lorsque les patients, par exemple un patient qui vient de réanimation, qui est déjà sous antibiotiques, on a donc une physiopathologie qui est multifactorielle, comme en réanimation. Le bloc opératoire, c'est un environnement qui favorise l'acute kinéjurie. Quand on est en consultation d'anesthésie, on n'y pense pas assez. J'aimerais insister vraiment de manière très importante sur ce point-là. Là, vous prenez tous les facteurs de risque qui existent sur l'insuffisance rénale aiguë, qui ont été répertoriés par les experts KDIGO, et vous voyez que très clairement, le geste chirurgical en lui-même est un facteur de risque. En particulier, ça a été évoqué sur les incidences d'acute kinéjurie en post-opératoire de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire et de chirurgie digestive lourde. Donc vous voyez que c'est un facteur de risque majeur. Et puis l'anesthésie, bien entendu, est un facteur de risque majeur d'acute kinéjurie post-op. Donc après, comment on définit cette acute kinéjurie? Il y a différents, vous voyez, qui peuvent survenir tout de suite après la fin de l'intervention ou bien quelques jours après. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, il survient très vite, dans les heures ou les jours, le premier ou le deuxième jour qui suivent l'intervention. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit ça se prolonge après J7, soit ça se prolonge, soit c'est après J7, mais globalement retenez que c'est souvent très précoce. La physiologie, donc moi aussi je vais dire un petit mot parce que tout le monde y a eu droit, mais donc c'est compliqué, ça c'est clair. Il y a des débats pour ou contre les IEC, les ARA2, pour ou contre le maintien. Quand on est au bloc opératoire, bien souvent on peut être hypovolémique. Lorsqu'on est hypovolémique, comment réagit l'organisme? Pour lutter contre cette hypovolémie, 2 mécanismes de régulation. Ça a été dit par Olivier, je crois. D'abord, une libération de prostaglandines. Les prostaglandines vont venir vasodilater en afférent. Tout ça pour augmenter le débit de filtration glomérulaire, la pression intraglomérulaire. Et puis pour aussi lutter contre cette baisse de la pression intraglomérulaire, vous avez l'angiotensine 2 qui vient vasoconstricter en efférent cette fois. Si vous manipulez, et on le fait beaucoup au bloc opératoire en anesthésie, les AINS pour la douleur, et si on a des IEC et des ARA2 présents, on vient inhiber ces 2 mécanismes de régulation. C'est la raison pour laquelle, souvent, il est prudent de ne pas faire en période périopératoire des AINS, des IEC et des ARA2. Donc voilà, c'est ce que je dis sur cette diapositive. Attention, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on peut très facilement entraîner un acute kinéjurie iatrogène, périopératoire, en manipulant de manière mal appropriée les AINS, les IEC, les ARA2 et les diurétiques, bien entendu. Donc ça, c'est ce qu'on avait résumé dans la conférence d'experts qui avait été faite maintenant avec Carole qui avait dirigé ce groupe en 2016. Ça commence à dater, mais c'était ce qu'on avait écrit à l'époque. Il faut probablement ne pas utiliser les AINS, les IEC et les ARA2 chez les patients à risque d'insuffisance rénale aiguë.
Voilà, c'est complexe, ça a été dit précédemment. On verra les résultats des études qui arrivent, en particulier Stop or Not, en effet. L'épidémiologie, il faut savoir que c'est fréquent, ça a été dit par François juste avant. C'est très probablement sous-estimé, tout le monde va être d'accord avec ça. Combien de patients on renvoie dans les services de chirurgie? Et il n'y a pas de mesure de la diurèse, il n'y a pas de mesure de créatininémie. Donc on passe à côté d'un nombre très important, je pense, d'études kinésiuries. C'est associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité, ça a été dit. Et l'insuffisance est très variable selon le type de patient, évidemment. Il y a des facteurs de risque qui sont propres aux patients. Par exemple, un patient insuffisant rénal chronique, il est encore plus à risque de faire une insuffisance rénale aiguë sur l'insuffisance rénale chronique. Et puis le type de chirurgie, je répète, les chirurgies les plus à risque, la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la chirurgie digestive lourde. La définition, la définition elle commence à dater, ça fait plus de 10 ans que les experts KDIGO ont expliqué que c'était un syndrome clinico-biologique qui englobe tout le spectre de la défaillance rénale. Une petite défaillance rénale aiguë est un acute kidney injury stade 1 et ce n'est pas anodin. Donc on prend en compte toute altération aiguë de la fonction rénale, même mineure. C'est très important cela. Donc ça, c'est la définition KDIGO que vous connaissez. Donc voilà, c'est le stade 1 de la classification KDIGO, c'est la définition d'un acute kidney injury, donc avec ces deux marqueurs qui sont des marqueurs fonctionnels, la créatininémie et la diurèse. Quand on sort du bloc opératoire et qu'on regarde la sonde à demeure et qu'on a un sac bien rempli, on est assez satisfait, on se dit qu'on a bien travaillé. Je pense que c'est partiellement vrai, en effet, quand le patient a bien uriné en péropératoire, c'est que globalement, on a probablement bien travaillé au bloc. Quand le sac est vide, est-ce qu'on peut dire qu'on a mal travaillé ? On peut l'entendre. Regardez, le patient arrive en réa, il est totalement oligurique, il est voire anurique, il n'a rien uriné en pérop, et on peut entendre des réflexions encore. Ah oui, c'était tel anesthésiste au bloc. Ça, c'est totalement faux de dire ça. Je vous rappelle que lorsqu'on a le stress chirurgical, en péropératoire, on a une libération d'ADH qui peut être très importante et qui peut rendre le patient oligurique. Donc la diurèse péropératoire est très difficile à interpréter. Globalement, moi, personnellement, je ne l'interprète jamais parce que je sais qu'on a cette oligurie pérop qui peut être liée à l'ADH. Donc c'est vraiment quasiment impossible de regarder juste la diurèse. Il faut faire de l'échographie cardiaque si on veut travailler correctement en péropératoire. Donc juste l'oligurie pérop, ça ne veut pas dire qu'on a mal travaillé. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il n'y a pas de petits acute kidney injury. Ça, on l'entend aussi souvent à l'hôpital. Oui, il y a une petite augmentation de la créate, c'est rien du tout. Non, c'est inexact. C'est démontré aussi que les petits acute kidney injury stade 1 ont des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme, en termes de mortalité. D'accord ? Donc, ce n'est pas anodin du tout d'avoir un acute kidney injury stade 1 en post-opératoire. Est-ce qu'il y a une définition particulière pour ce qu'on appelle les acute kidney injury périopératoires, de ce dont on traite aujourd'hui ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune spécificité en termes de définition. On prend la définition KDIGO. Ce sont les mêmes critères les stades de gravité que l'acute kidney injury toute cause. C'est simplement le contexte chirurgical qui fait l'entité acute kidney injury périopératoire. 5 points importants sur lesquels j'aimerais qu'on insiste. D'abord, donc tout ce qu'a dit François, donc excuse-moi François, c'est une diapo ancienne, c'est pas Antoine Schneider, c'est François Després qui l'a dit juste avant. Tout ce qui a été dit sur la prévention reste vrai une fois que l'acute kidney injury est bien présent. D'accord ? D'ailleurs, vous le voyez, ça c'est un tableau des experts KDIGO, vous voyez que les actions qui sont demandées pour prévenir lorsqu'on est au stade de high risk, ici, en fait, elles se retrouvent aussi une fois. Benjamin l'a dit, les topos sont assez sont ensemble parce que les décisions qui sont prises au stade de la prévention s'appliquent aussi une fois que le stade 1 est présent, une fois que l'acute kidney injury est bien présent. Deuxièmement, on entend souvent, voire on nous harcèle lorsqu'on arrive au scanner pour la créatinine. Parfois même, peut-être dans vos hôpitaux c'est encore le cas, mais ça c'est absolument, ça ne doit plus se voir, des scanners avec injection de produits de contraste qui ne sont pas réalisés parce que le patient a un acute kidney injury ou une défaillance rénale aiguë. On sait aujourd'hui que les produits de contraste ne sont pas néphrotoxiques.
D'accord ? Ça, il faut vraiment le dire, il faut qu'on arrête de nous harceler avec ça. Il y a plein de papiers qui ont démontré l'innocuité des nouveaux produits de contraste. Il y a des arguments expérimentaux qui ont montré la toxicité, mais en contexte clinique, l'impact des produits de contraste sur la défense rénale aiguë, il est minime, voire nul. Donc il n'y a aucune raison, le message ici, c'est il n'y a aucune raison de retarder ou d'annuler un scanner qui est demandé avec injection de produits de contraste pour faire un diagnostic. Ça, c'est un point extrêmement important. Voilà, j'ai montré une étude, mais il y en a des dizaines. Là, c'est une étude qui est aux urgences, sur plus de 15 000 patients. Certains ont eu un scanner avec injection de produits de contraste, certains ont eu un scanner sans injection de produits de contraste, certains n'ont pas eu de scanner. Finalement, il n'y avait absolument aucune différence sur l'incidence des acute kidney injury. Donc ne dites pas non, ne refusez pas de faire des scanners simplement parce qu'on a une défense rénale aiguë ou on est à risque d'insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est une mauvaise pratique médicale. Optimiser le lieu d'hospitalisation, ça me paraît aussi très important. Je l'ai dit tout à l'heure, on rate beaucoup d'acute kidney injury post-op parce qu'ils vont dans les services de chirurgie qui sont parfois, il faut bien le dire, des déserts médicaux. Il n'y a personne, il y a très peu d'infirmières, il n'y a pas de dosage, il n'y a pas de ionogramme fait, il n'y a pas de créatininémie, il n'y a pas de monitorage de la diurèse. Les patients sont livrés à eux-mêmes, si je suis un peu provocateur, et donc on rate plein d'acute kidney injury. Et c'est le problème de la défaillance rénale aiguë, vous le savez, c'est une défaillance qui est silencieuse. Lorsque vous avez une défaillance hémodynamique, elle fait parler d'elle. Il y a une hypotension artérielle, le patient il est hémodynamiquement instable, on le voit. La défaillance respiratoire, on la voit. La défaillance neurologique, on la voit. La défaillance rénale, vous ne la voyez pas. Et ça, c'est le problème. Donc du coup, on passe à côté et souvent on la sous-estime. Or, on sait que le pronostic, il est catastrophique de la défaillance rénale aiguë. Mais combien de fois on entend « oh, il a une petite défaillance rénale, on va quand même pas le prendre à l'USC pour ça ». C'est une défaillance rénale comme les autres. D'accord ? Donc moi, je souhaiterais qu'on hospitalise à l'USC pour bien surveiller les malades. Alors ça va faire beaucoup de malades, bien entendu, on ne peut pas tous les mettre, mais en tout cas, il faut l'évoquer s'il y a de la place. Et aussi, pourquoi les mettre à l'USC ? Parce qu'on va pouvoir monitorer la diurèse et donc pouvoir faire le fameux UV sur P dont on a parlé. En période aiguë, en soins critiques, on a accès à la diurèse, on a accès à l'urine, on peut faire UV sur P. Si vous n'avez pas de diurèse, vous ne pourrez pas le faire. Or, UV sur P, c'est le seul moyen. Ça ne sert à rien en période aiguë de regarder le iono et de regarder le CKD-AP ou le MDRD. Olivier il en a parlé tout à l'heure parce que c'est l'insuffisance rénale chronique. Quand on voit le patient en consultation, le patient est stable. Mais en cas d'acute kidney injury en période aiguë, ces formules ne s'appliquent pas. La seule façon fiable d'évaluer la fonction rénale, c'est de faire le UV sur P. Et pour ça, il faut une diurèse. Donc, c'est vrai que parfois, c'est difficile d'avoir la diurèse des 24 heures, mais il y a un papier qui a montré que la diurèse des 2 heures pouvait aussi, il y avait une bonne corrélation avec la diurèse des 2 heures. Donc, vous pouvez faire la diurèse sur 2 heures ou sur 24 heures pour faire le UV sur P. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ces 4 défaillances sont à mettre sur le même pied d'égalité. La défaillance rénale aiguë a un pronostic qui est catastrophique, vous le savez. Donc ça a été, on l'avait dit aussi avec Carole il y a quelques années. Pour estimer le débit de filtration glomérulaire, il faut faire la clairance de la créatinine avec le UV sur P. C'est la seule formule qui est fiable chez les patients de soins critiques. Pour les internes qui sont présents ici, je la rappelle, c'est la créate urinaire multipliée par la diurèse divisée par la créate plasmatique. Attention aux unités, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est le papier qui montre la bonne corrélation entre cette clairance de la créatinine sur 2 heures et la clairance de la créatinine sur 24 heures. On peut donc prendre les urines sur 2 heures si on y a accès. Autre point très important, attention, une fois que l'acute kidney injury est présent, attention au fluid overload. Ça a été dit par François juste avant aussi. Un acute kidney injury va entraîner le fluid overload, va entraîner la surcharge hydrosodée. Mais la surcharge hydrosodée en elle-même peut, en faisant de la surcharge dans le territoire veineux, va entraîner un acute kidney injury. Donc, l'acute kidney injury, c'est la cause, mais aussi la conséquence de la surcharge hydrosodée. Donc, quand on a un patient qui a un acute kidney injury en post-op, il faut faire très attention à ne pas avoir trop de surcharge hydrosodée si on veut que le patient récupère correctement. Donc là, les effets délétères de la surcharge hydrosodée, je passe rapidement, mais il y a des dizaines, voire des centaines de papiers qui l'ont démontré. Un des premiers, c'était Didier Payen qui l'avait rapporté, les effets délétères de la surcharge hydrosodée. Et là, c'est un papier intéressant, cette étude italienne qui avait montré qu'aussi la vitesse à laquelle s'installe la surcharge a un effet en elle-même.
Vaut mieux, à la limite, avoir une surcharge hydrosodée qui s'installe sur plusieurs jours qu'une surcharge hydrosodée sur 1 ou 2 journées. D'accord ? Donc il faut faire attention à tout cela. La surcharge hydrosodée a un effet délétère sur l'ensemble des organes, y compris donc sur la fonction rénale, on l'a dit. Cinquième point important, en cas d'écoute kiné-injury post-op, il faudra organiser, et ça personne ne le fait bien, je pense, aujourd'hui en France, parce qu'on n'a pas les moyens, on ne se donne pas les moyens d'y arriver, les néphrologues ne sont pas à disposition, n'ont pas encore compris l'utilité, mais on a beaucoup, c'est recommandé maintenant dans beaucoup de sociétés savantes, dans beaucoup de papiers, qu'il y ait une consultation de néphrologie qui soit faite entre 3 et 6 mois après la sortie de l'hôpital, chez les patients qui ont fait un acute kidney injury. Alors évidemment, ils ne peuvent pas tous les prendre. Je vous rappelle qu'on a 75% d'acute kidney injury en réanimation. Ils ne vont pas tous pouvoir les voir. Donc on propose que ce soit les acute kidney injury qui ont été au stade de l'épuration extra-rénale. Ceux-ci doivent être vus par le néphrologue à la sortie de l'hôpital. Ça, c'est une étude qu'il a montrée, je crois que François l'avait montré aussi. C'est une étude qui regarde l'impact de la consultation néphrologique dans les 90 jours qui suivent chez les patients qui ont fait un acute kidney injury post-op et qui ont été épurés. Eh bien oui, on a des outcomes positifs, on a une amélioration de la survie chez les patients, en particulier dans les sous-groupes des hommes, des patients âgés de plus de 65 ans et les patients diabétiques, et chez ceux chez qui il n'y avait pas eu de défense rénale au préalable. Donc vraiment la consultation néphrologie, je pense que c'est un effort sur lequel on devrait plus pousser. Donc, c'est recommandé par ce qu'on avait dit également en 2016. Déjà en 2016, vous voyez, ça fait déjà presque plus de 5 ans qu'on recommande qu'il y ait une consultation de néphrologie après acute kidney injury sévère. Quelle épuration extra-rénale chez les patients qui font un acute kidney injury post-op sévère? Quand est-ce qu'on démarre? Vous voyez, les grandes études, vous savez qu'au cours des 5 dernières années, il y avait eu plusieurs études qu'on regardait quand est-ce qu'il faut démarrer. Donc beaucoup d'études françaises, alors il ne faut pas lire tout ce qu'il y a écrit, mais vous voyez qu'il y a l'étude Akiki, Ideal, Start et Akiki 2, ont toutes montré qu'il n'y avait pas trop de différence entre une épuration extra-rénale précoce versus une épuration extra-rénale tardive. Et une étude allemande, monocentrique, qui montrait qu'il y avait intérêt à démarrer un peu plus précocement. Quand on regarde de manière assez intelligente les critères d'inclusion, on s'aperçoit que dans cette étude allemande, ces patients étaient en surcharge hydrosodée. 75% d'entre eux, si je me rappelle bien, voilà, c'est ça. 75% des patients de cette étude ont une surcharge hydrosodée. Donc la surcharge hydrosodée dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi un critère pour démarrer peut-être un peu plus précocement l'épuration extra-rénale. La dose d'épuration extra-rénale chez ces patients-là, pas de différence par rapport à d'habitude, par rapport aux autres acute kidney injury. Lorsque vous êtes en réanimation, c'est un autre acute kidney injury d'origine septique. La dose, c'est la même. Je vous rappelle que quand on parle de la dose, il faut toujours différencier la dose prescrite de la dose administrée. Ça, c'est mon ami Olivier qui l'avait dit il y a quelques... C'est une de tes diapos. Vous voyez qu'il est toujours bien entouré, Olivier. Mais donc, en fait, on cherche à avoir 25 000 kg/h de dose administrée. Quand vous utilisez le mot dose d'épuration rénale, il doit toujours y avoir un mot derrière. Est-ce que vous parlez de la dose prescrite ou de la dose administrée? Si vous voulez administrer 25 ml par kilo et par heure, il faut prescrire plus. Il faut prescrire 35 ml par kilo et par heure pour les services qui ne sont pas très réactifs. Pour les services très réactifs, pour les infirmières très réactifs, lorsque le circuit plante, qui rebranche tout de suite derrière, on peut descendre à 30 ml par kilo et par heure de dose prescrite. Quelle modalité pour les acute kidney injury post-op? Il n'y a pas de différence par rapport aux autres acute kidney injury. Le débat entre continu et intermittent, je ne vais pas y revenir. Quelle modalité? Il n'y a pas de différence entre CVVH, CVVHD, CVVHDF. Ça, c'est juste qu'on a fait une étude récemment avec la Société européenne de réa qui montre que la modalité la plus prescrite aujourd'hui dans le monde, c'est la CVVHDF, contrairement à la France où c'est la moins prescrite, sachez-le. En France, on ne prescrit pas beaucoup de CVVHDF. On fait soit de l'hémofiltration, soit de l'hémodialyse. Mais dans le monde, partout dans le monde, sur 75 pays, c'est la CVVHDF qui est la modalité la plus prescrite. Quel type d'anticoagulation? Héparinothérapie ou citrate? Je pense que là, pour les acute kidney injury post-op, lorsqu'on démarre de l'épuration extra-rénale, bien entendu, le citrate qui est l'anticoagulation de premier choix chez tous les patients, normalement. Vous voyez, comprenez bien que chez ces patients-là, qui ont un acute kidney injury post-op, souvent ils sont à un risque hémorragique, bien entendu, même quand vos chirurgiens sont excellents, ce n'est pas le cas partout,
vous n'avez pas envie de mettre de l'héparine chez ces patients, n'est-ce pas? Donc là, de mettre des patients sous citrate, ça me paraît être une très bonne idée. Le citrate, c'est démontré que c'est la meilleure anticoagulation aujourd'hui. Tous les patients qui ont un écuquinénjurie qui doivent être dialysés doivent avoir une anticoagulation au citrate. Il y a très peu de contre-indications. C'est démontré dans plein de papiers monocentriques, dans les papiers multicentriques comme ici. Si vous ne me croyez pas, vous regardez ces deux diapositives, l'anticoagulation à l'héparine versus l'anticoagulation au citrate, on comprend bien pourquoi le citrate est un excellent anticoagulant. Attention aux complications, je dis qu'elles étaient assez peu nombreuses, mais elles existent quand même. Il faut faire attention à l'accumulation des complications de citrate, à la surcharge en citrate et à l'excès de dialysa par rapport à votre débit sang. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je tenais à rappeler ces complications. La conclusion de ce diapositive, c'est que l'écuquinénjurie périopératoire, c'est une grande cause d'écuquinénjurie. Le bloc opératoire, il y a la présence de tous les facteurs de risque d'écuquinénjurie, donc il faut le savoir. Il faut l'anticiper dès la consultation d'anesthésie, à mon avis. Quand vous voulez évaluer la fonction rénale en post-op, il faut faire la clairance de la créatinine avec UV sur P. Pour ça, le meilleur endroit, c'est les unités de surveillance continue en post-opératoire, quand c'est possible, évidemment. Le scalaire avec injection de produits de contraste, si nécessaire, il ne faut surtout pas hésiter si on en a besoin pour faire un diagnostic. Les diurétiques ou l'épuration extra-rénale un peu plus précoce chez les patients qui sont en surcharge hydrosodée. La surcharge hydrosodée, c'est vraiment très délétère pour les patients en écuquinénjurie. Et la consultation néphrologique, si on peut essayer de progresser dans les années qui viennent, c'est avec nos amis néphrologues, essayer de l'organiser. Par exemple, à Lyon, dans nos unités, nous, ce n'est pas du tout organisé. Les néphrologues nous répondent qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, mais c'est quand même un vrai problème. Voilà, je vous remercie.